Saluto a tutti. Sono assai felice di poter presentare l'agricoltura biodinamica qui nell'isola di Bellezza. C'est compréhensible? Sfortunatamente non parlo mica sta bella lingua corsa per fare una lettura completa. Ho avuto l'opportunità di fare un giro nell'isola nel 2006 e di avvicinare il terrore corso cui si face assai sfarente. Intenderò di descrivere i grandi motivi che hanno trovato l'agricoltura biodinamica e questi motivi può essere una contribuzione efficace per la terra e in particolare per la vigna. Il titolo della conferenza è Agricoltura biodinamica, approccio globale e strada per la resilienza. C'est tout. Encouragez-moi. Merci pour l'encouragement. Je fais traîner un peu parce que... Alors ça donne en français. Bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir faire cette présentation générale de l'agriculture biodynamique sur l'île de Beauté. Malheureusement, je ne parle pas cette belle langue corse pour faire toute une conférence. J'ai eu l'occasion de faire un tour de l'île en 2006 et d'approcher le terroir corse avec ses facettes si différentes. Je vais essayer d'écrire les grands motifs qui font de l'agriculture biodynamique. Cette agriculture propose une contribution efficiente pour la terre et en particulier pour la vigne. D'où le titre de la conférence qui m'a été proposé. L'agriculture biodynamique, approche globale et voie de résilience. Et là, la technique devrait maintenant fonctionner. Alors, ce sera parfait. Oui. Avec cette première image, je vous emmène en Bulgarie, presque à la frontière turque, tout à fait dans le sud-est de la Bulgarie, où un vigneron un peu fou a repris 400 hectares en friche. Il a acheté sur Internet ces hectares sans aller les voir. Il habite à Sofia. Et il s'est dit, je vais acheter ça pour préserver de la terre, pour l'avenir. Et puis quelques années après, à force d'aller en vacances sur ce terrain, il s'est dit, je vais faire de l'agriculture. Et il a planté des vignes, des arbres fruitiers. Donc là, on voit un peu dans cette belle région comment il implante des vins que j'ai goûtés, qui ont encore quelques progrès à faire, on va dire, au niveau des qualités organoleptiques. Donc l'agriculture biodynamique ne cesse de gagner en notoriété depuis quelques dizaines d'années partout dans le monde, et en particulier dans la viticulture. Donc j'étais moi-même agriculteur, éleveur pendant une vingtaine d'années, et je connais la réalité quotidienne, l'astreinte, la traite des vaches laitières par exemple, le matin et soir. Et maintenant, j'ai la chance de faire un deuxième métier, c'est de me promener chez plein de monde, de voir des magnifiques régions, d'accompagner des personnes désireuses de convertir leur domaine en biodynamie. Et je vois des très beaux lieux, mais aussi parfois des fermes qui sont dans un état assez déplorable au niveau de la qualité des sols, qui ont été fortement dégradés. Lorsque j'ai appris l'agriculture conventionnelle à l'école d'agriculture, on m'a appris comment il fallait à toute... Ah, ça va pas du tout comme je veux là. Comment on revient en arrière. Hop. Oui, j'ai appris... j'étais en Limagne, et donc avec des profs du club des 100 quintaux qui me disaient, voilà, il faut que les sols crachent du blé, que les vaches pissent du lait, et que quand une vache a donné trop de lait, elle va à la casse, un peu comme une vieille voiture. Donc c'était pas très facile, et on a eu une demi-journée sur l'agriculture biologique à l'époque, ce qui n'était pas gagné d'avance. Et donc depuis, il y a eu pas mal de progrès. J'ai visité la ferme avec les vaches à hublots, et grâce auxquelles ces vaches à qui on a implanté des hublots sur la panse, on a réussi à calculer la matière azotée digestible et de faire des progrès en rentrant directement dans le ventre des animaux. Le sol était vu comme un tiroir-caisse. On nous disait on exporte de la matière, il faut remettre de la matière dedans. Et dès qu'il y a un événement anormal qui se passe, action, réaction,
un insecte, un insecticide, de l'herbe adventice, de l'herbicide, un champignon, un fongicide. Mais ce raisonnement était très très dualiste et je me posais toujours la question comment faire autrement, comment soigner la terre sans la surexploiter, comment trouver une voie d'équilibre. Et dans ce sens-là, j'ai pu, en Alsace, sur 3 lieux différents, découvrir la biodynamie, voilà, pas mal d'années déjà. Et maintenant, on peut observer avec étonnement comment ça se développe un peu partout. Et c'était ça, donc un verger encore en Bulgarie, d'un jeune qui s'installe. Ici, on est dans le Poitou, chez Édouard Rousseau. Graines de lumière, hein, c'est un nouveau projet de plusieurs céréaliers qui font des céréales en grande culture, en biodynamie. Du soja ici, on voit Édouard Rousseau au milieu, et au premier plan, tous les cadres dirigeants de 2 grandes entreprises de transformation de produits bio qui sont venus voir pour faire des contrats et qui cherchent une filière Déméter qui n'existe pas encore dans leur gamme. Évidemment, ces fermes, elles doivent s'équiper de nouveaux matériels. Là, on voit plusieurs dynamiseurs assez importants puisqu'il y a plusieurs centaines d'hectares sur l'ensemble des propriétés. Juste un graphe qui montre le développement des fermes certifiées. Là, je ne parle que des fermes sous contrat Déméter. Depuis 2000, on voit qu'on part de 3000, on est à 6000 aujourd'hui. Mais comme dit, il y a beaucoup de fermes qui pratiquent la biodynamie et qui n'utilisent pas forcément une certification. J'ai simplement pris ce schéma pour montrer qu'il y a une forte progression aussi dans ce domaine-là. Ça ne plaît pas à tout le monde, le développement fort de l'agriculture biodynamique. Et à côté d'articles chaque semaine très élogieux sur la qualité des vins, dégustés à l'aveugle, on a aussi de plus en plus ce genre d'articles. Ça s'est paru dans la revue Vinum, une revue suisse, l'illusion cosmique. Je bois un coup. Il faut faire passer des fois la pilule. Et c'est normal que lorsque quelque chose sort du bois, devient connu, eh bien on s'intéresse à ses fondements et on a de plus en plus de regards critiques, on va dire, vis-à-vis de la biodynamie. Donc nous avons un gros travail de communication à faire, de vocabulaire, de transparence aussi et de remise en question. La Lune, par exemple, qui était prise en compte dans toutes les civilisations agraires, on a découvert récemment que c'est pas simplement un bout de caillou qui tourne autour de la Terre, mais que l'atmosphère de la Terre s'étend au-delà de l'orbite de la Lune. Ça veut dire que la Terre, elle ne s'arrête pas ici, là où on est, ou à 100 mètres au-dessus, ou à 200 mètres, elle va jusqu'au-delà de l'orbite lunaire de manière de plus en plus fine. Donc la Lune fait complètement partie de notre écosystème Terre. Elle est un élément de l'écosystème Terre et ce genre de découvertes sont très intéressantes pour nous. Là, on voit une belle image d'une galaxie. La spirale, on la retrouve partout. Et bien sûr, on se dit quel est le rapport entre ce qui se passe à des millions d'années-lumière là-haut et mon pied de vigne ici en Corse. C'est tout l'enjeu de montrer comment on peut réhabiliter, comment on peut refonder une science de l'observation des rythmes lunaires, des rythmes cosmiques. Et c'est évidemment la pratique qui va nous montrer si c'est quelque chose qui est fondé ou pas. Un petit clin d'œil à nos amis Daces. Les Daces sont un peu nos Celtes ou nos Étrusques, mais version Carpates en Roumanie. C'est un calendrier cosmique sur 2 hectares qui a été exhumé, on l'a remis en valeur il y a quelques années. Et toutes ces figures sont des modes de calcul précis des rythmes lunaires, des nœuds lunaires, des éclipses. C'est étonnant comment il y a 2000 ans, avec peu de moyens, on a pu, ce sont des pierres et des morceaux de bois dressés qui permettaient de calculer les solstices, les équinoxes, mais des choses beaucoup plus complexes. Donc toute la culture des Daces, il y a 2000 ans, était encore fortement marquée par des connaissances du cosmos. Et on y organisait, alors on ne sait pas grand-chose parce que c'était une culture orale et pas livresque, mais les Romains qui ont envahi après la région, d'où le nom Roumanie, ont quand même écrit un peu sur ce lieu. Il y avait un genre de salon de l'agriculture annuel où on ne présentait pas les plus grosses vaches et les plus gros animaux, mais c'était un lieu où le cosmos était très très important, peut-être même trop important, puisque tout était basé sur des connaissances de l'année à venir. On avait fait des calculs et ensuite on disait aux paysans allez maintenant faire votre saison agricole à partir de ce que vous découvrez. Très très belle.
Et les astronomes se penchent aujourd'hui sur ça pour voir le degré de précision de ces installations. C'est assez spectaculaire. Plus près de nous, Olivier de Serres, je ne peux pas parler de biodynamie sans citer toujours au moins une fois Olivier de Serres, qui en Ardèche a fondé son domaine du Pradel, qu'on peut encore visiter aujourd'hui, et qui a écrit son théâtre d'agriculture, qui a une somme un peu de toute l'agronomie du passé. Il est considéré à la fois comme le premier agronome des temps modernes, et en même temps, il est très cultivé, très érudit. Il participe aussi à toute la guerre de religion à l'époque. C'est un protestant, mais il va faire beaucoup de conciliation. Donc un personnage vraiment intéressant qui, dans son théâtre d'agriculture, fait un genre de résumé de tout ce qu'on pouvait savoir, des savoirs antiques. Et en même temps, il découvre déjà comment, par exemple, les légumineuses sont indispensables dans une rotation de culture. Il ne connaît pas l'azote encore comme élément chimique, ce sera bien plus tard, mais il va dire quand on fait une culture de trèfle ou de luzerne, la terre est de meilleure humeur après, les humeurs de la terre sont engraissées et les cultures qui suivent s'en portent mieux. Donc il sait qu'il y a un effet, la terre est de meilleure humeur. Ça ne fait pas très agronomique, mais est-ce que vous vous posez la question, est-ce que ma terre est de bonne humeur? Ça fait partie des façons d'approcher les choses. Olivier de Serres, et c'est en écho avec ce qu'on vient d'entendre, nous dit aussi que les trois piliers du bon ménager, c'est comme ça qu'il l'appelle, c'est la connaissance, l'expérience et la diligence. Les trois piliers. Il faut connaître, il faut expérimenter, et diligence veut dire on y va. Il faut aller au bon moment, faire les choses. Donc c'est une très belle manière de résumer en fait. On pourrait se l'approprier pour aujourd'hui, pour l'agriculture biodynamique et pour l'agriculture tout court. Là, j'ai choisi cette image pour finir un peu avec l'analyse du passé, où on voit une très très belle image d'Épinal, hein, un beau paysan avec sa belle moustache, son chapeau, des sacs remplis, le village, les blés dorés, et qui nous prône donc l'emploi des engrais qui va assurer la prospérité et la richesse de l'agriculteur. Elle est bien loin, cette période où on a cru à fond à ce type d'agriculture, mais ça a donné aussi en conséquence ce genre de sol dégradé. Donc Soisig a dit que j'étais aussi impliqué dans Terre de Liens, j'étais un des fondateurs, et on a acheté par exemple un domaine là de 140 hectares où tout était sol à nu comme ça, la Grange des Prés, une ferme d'élevage autrefois qui est devenue une ferme de céréales, et on voit là, au printemps, c'est au printemps, au mois d'avril, pas grand chose ne pousse, on a fait des profils de sol, pas de vie du sol, on n'a pas trouvé grand chose là-dedans. Il a fallu mettre des engrais verts plusieurs années, incorporer de la matière organique dans le sol, mais ça ne se fait pas tout seul. Le sol, s'il n'y a pas les êtres vivants dedans, il ne démarre pas comme ça, il ne se restructure pas tout seul. Des animaux sont arrivés, des poules, des vaches, des cochons, des moutons, et aujourd'hui, la Grange des Prés commence à ressembler un peu à quelque chose. Ce petit tableau qui date déjà un peu des années 80, mais qui rappelle simplement que sur 30 cm de terre, on a, alors les chiffres sont forcément arrondis, 1 billion, 1 milliard, mais ça donne une idée de la biomasse qui est contenue dans la terre. Et on voit que le poids moyen, quand on a tout à fait à droite en bas 3,88 UGB à l'hectare, c'est l'équivalent de 4 vaches quasiment, ou d'une trentaine de brebis qui vivent sous terre en potentiel de digestion. Lorsqu'on vivifie les sols, on peut multiplier par 10 ce troupeau d'animaux qui court sous vos vignes. Il y a un troupeau qui vit là en permanence, c'est l'éleveur qui parle. Alors moi je ne suis pas vigneron, j'emploie un peu du vocabulaire d'éleveur, mais pensez aux moutons qui passent dans vos vignes, et en dessous de la terre en même temps, il y a tout un troupeau aussi qui circule, qui digère et qui fait vibrer le sol, sans lequel rien ne se passerait. L'essentiel de la biomasse animale est sous terre, elle n'est pas au-dessus du terre. On parle à peu près de 1 tiers, 2 tiers, c'est-à-dire 2 tiers en dessous, 1 tiers au-dessus. Bon, personne n'a pesé l'ensemble des vers de terre et de la biomasse souterraine, mais c'est une projection quand même très très intéressante. Depuis quelques dizaines d'années, on découvre tout ce qui a trait à la rhizosphère, aux mycorhizes, à ce tissage, ce maillage souterrain. Et
Aujourd'hui, quand on relit des passages du cours aux agriculteurs, dont je parlerai un peu après, de Steiner, lorsqu'il y a 100 ans, il dit imaginez que tout est relié, qu'un arbre au bord d'une parcelle a une incidence sur la culture. On pouvait se dire comment c'est possible, cet arbre il est à un endroit et ma culture est à 100 mètres plus loin. Mais aujourd'hui, avec les connaissances qu'on découvre sous terre, on voit qu'il y a un maillage et il y a une vraie communication qui se passe par le monde des champignons en particulier. Donc pour nous, il s'agit de densifier, d'apprendre à densifier ce réseau souterrain. Alors les forestiers parlent de WWW, le World Wide Wood, c'est américanisé, mais on peut dire qu'il y a un réseau de vie qu'il nous appartient d'intensifier ou qu'on peut aussi détruire si on ne cultive pas comme il faut les sols. Donc j'ai envie de dire, un de nos slogans devrait être mycorhizon à fond, mycorhizon sous terre, tissons du lien dans l'organisme agricole et ça créera aussi du lien social. Tout a commencé dans ce château en 1924, c'est à la fin de la vie de Rudolf Steiner. Il a déjà publié les travaux scientifiques de Goethe, il a donné des indications à des médecins, à des pédagogues, et des agriculteurs ont dit « et nous ?» Et finalement ce cours qui a failli ne pas se tenir, puisqu'après il va être malade et il va décéder quelques mois après, dans ce château c'est un peu le moment de naissance de l'agriculture biodynamique. Et peut-être que dans 5 ans, Jean-Michel, il y aura peut-être un congrès par là-bas pour fêter un siècle de fondement de l'agriculture biodynamique. À l'époque, il y avait une centaine de paysans qui étaient venus à ce cours. Évidemment, ils n'ont rien compris. Au bout de 3 jours, ils ont dit on ne comprend rien, vous nous parlez des astres, du zodiaque, des forces astrales, des forces vitales, on ne comprend rien. Un siècle après, on a un peu plus compris, mais il reste beaucoup de choses à découvrir évidemment. Une des notions fondamentales de ce cours aux agriculteurs, c'est l'idée d'organisme agricole diversifié. Là, c'est une photo, j'allais dire de jeunesse quasiment, avec des enfants sur le domaine en Bourgogne où j'habite toujours, mais donc comme dit, je ne suis plus dans l'activité agricole du GAEC, mais on voit comment, au fil des siècles, des générations de paysannes et de paysans ont façonné un paysage, avec un ruisseau au milieu, des peupliers, des noyers, la forêt, l'implantation du hameau aussi, tout ça crée une entité très très harmonieuse. Le paysage, la géologie, on offre une partie du fondement, mais après ce sont des générations qui ont bâti là-dessus des interactions subtiles entre tous ces éléments du paysage. Une des premières choses, donc, c'est l'organisme agricole avec ses organes. Et là, c'est le moment où Linux n'est pas compatible avec Microsoft. Voilà. Oui. Alors, on va sauter le petit tableau avec le texte. Un nouveau regard sur le vivant, et Jean-Michel Florin en parlera davantage que moi. Si on n'arrive pas à comprendre des notions de ce cours aux agriculteurs comme terrestre et cosmique, on va être très vite perdu. Là, vous voyez 4 pissenlits cueillis le même jour. À gauche, des feuilles énormes, beaucoup de vigueur de pousse. Deuxième plan, déjà moins de feuilles, et une fleur qui pendouille. Troisième plan, plusieurs fleurs, de moins en moins de feuilles. Et le quatrième, plus que de la fleur, plus de feuilles. Le même jour, la même plante, selon l'endroit où elle se trouve, va être beaucoup plus dans les forces de la terre, de l'humus, de l'eau. Elle va végéter énormément. Quand elle n'a pas tout ça, elle va vite vouloir fleurir, elle n'a plus le temps de faire des feuilles, et elle va faire une toute petite fleur. Donc ça, c'était un exercice pour montrer comment on peut, sur un même terroir, à 100 mètres d'intervalle, trouver ces polarités terrestres, à gauche, plus en lien avec l'humus, l'eau, la matière organique, les minéraux, et à droite, beaucoup plus la lumière, la chaleur. Ce nouveau regard, il nous le faut cultiver absolument pour comprendre où en est ma culture à un moment donné. Là, je vous emmène au Luxembourg, au mois de janvier, il fait froid, une ferme biodynamique avec de magnifiques vaches. J'ai pris cette photo simplement parce que cette ferme, c'est une des plus connues là-bas au Luxembourg. Polyculture élevage, autrefois on disait équilibre agro-silvo-pastoral, le carbone et l'azote.
c'est-à-dire les cultures et l'élevage. Olivier de Serres parle de faire chanter la terre avec les animaux qui l'habitent. On voit que selon les époques, on traduit les choses en fonction de la mentalité du moment et la compréhension aussi. Donc l'organisme agricole, c'est vraiment l'idée de base qu'il y a des organes dans tout organisme. Il faut que la terre respire comme il faut que la terre digère comme il faut que la terre élimine comme il faut que la terre puisse reproduire, c'est-à-dire faire des semences de qualité, qu'elles soient végétales ou animales. Il faut qu'il y ait aussi un principe de conservation sur le lieu pour qu'il y ait une continuité, une mémoire du lieu qui se fait à travers de nombreux êtres vivants. Un petit clin d'œil aux Pyrénées, ferme de la Coume, au mois de juin, de l'herbe en abondance, ça fait rêver ceux qui ont des fermes plus sur des cailloux, mais si on veut nourrir des vaches, il faut évidemment de l'herbe grasse, et là c'était une session d'observation des animaux. On a envie d'y être, de passer un moment avec elles, c'est ce qu'on a fait, on est resté 2 heures avec les vaches pour les observer, et les vaches venaient s'approcher des personnes, venaient les lécher. Il y en a qui n'avaient jamais vu un museau de vache de si près, et ils criaient « Est-ce que je dois faire quelque chose ?»« Non, laisse-toi lécher une fois par une langue râpeuse, ça fait plaisir, c'est agréable, elle ne te veut que du bien. » Et une fois qu'elles ont mangé 80 à 100 kilos d'herbe, ces organes-là de l'organisme, les bovins, 80 à 100 kilos d'herbe par jour, on les voit se mettre dans une position d'introspection. C'est une sieste très active. Et elles se mettent à ruminer. Regardez les cornes magnifiques, ce sont des brunes des Alpes. Bon, je suis amoureux des vaches, au cas où vous ne l'auriez pas compris. Hein. Jacques est amoureux de la Corse. Moi, je suis d'abord amoureux des vaches. Chacun a comme ça ses spécialités. Dans une ferme où l'organisme agricole fonctionne bien, les différents organes sont en interaction. Lorsque vous faites du lait, que ce soit de chèvre, de vache, de brebis, il y a du petit lait, du sérum. Ce sérum est transformé par un autre organe de l'organisme que sont les cochons. Nous avions choisi de travailler avec les porcs gascons, magnifiques animaux qui étaient presque en voie d'extinction totale et qui a été un peu relancé comme race à faible effectif, qui font du magnifique gras, mais j'ai rien à apprendre aux Corses, ils savent très bien faire de la très bonne charcuterie avec des cochons qui n'ont pas d'acides gras saturés. Ce sont des acides gras polyinsaturés dans le lard. C'est du vrai lard. Autres organes, ce sont juste quelques touches pour rendre vivant cette idée d'organisme avec ces différents organes. Qui construirait encore aujourd'hui un pigeonnier ou un colombier selon les principes d'Olivier de Serres qui dit la poulaille d'air, il y a la poulaille de terre, la poulaille d'eau, mais là la poulaille d'air, elle doit habiter au-dessus de la terre. Donc on construit un super bâtiment, c'est à côté de Cluny, là où j'habite, et on y met des piliers. Aujourd'hui, c'est admiré du bord de la route comme un témoin d'un passé. Mais à l'époque, ils ne faisaient pas ça pour faire joli. En trouvant ça chouette de mettre ça sur une colline, c'est vraiment l'archétype d'un oiseau de l'air, comment on lui avait construit un bâtiment adapté complètement à son espèce. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus d'éthologie, de comportement animal. Il est important que nous, éleveurs, végétaux ou animaux, on retrouve l'archétype de la vigne, l'archétype de l'auroch, l'archétype de l'animal ancêtre, de notre animal domestique qu'on a tellement éloigné si vous pensez à des cochons qui vivent sur du béton et sous du néon, alors qu'à quelques heures déjà après leur naissance, ils mettent leur groin dans la terre, ils ont besoin de ça. On voit l'éloignement qui s'est fait. Et d'ailleurs, oui, nous habitons aussi de plus en plus dans du béton, loin de la terre, et on ne peut plus toucher cette terre qui est pourtant si importante. Bien des cultures ont disparu. Là, c'est un clin d'œil à la culture du lin textile en Normandie. Au moment du rouissage, tout du vocabulaire qu'on a oublié, il faut faire rouillir avec l'humidité, là c'est au bord de la mer, pour que ce lin textile, la peau devienne tendre, et ensuite on extrait les fils pour tisser. C'est magnifique à voir sur pied, mais c'est aussi magnifique comment c'est coupé, comment ça reste plusieurs jours au sol. La démesure de certains systèmes agraires, comme ici en Ukraine, alors la photo ne le rend pas tout à fait, c'est une petite ferme de 600 hectares, près de Kiev, qui est passée en biodynamie. Et il m'a dit, mais nous, tu sais, on est petits ici,
Mon voisin, il a 30 000. Et à côté, ils en ont 50 000. Donc lui, c'est un petit qui embauche les gens du village. On voit la démesure de ces systèmes de l'ex-bloc communiste, comment après ça, il faut reconstruire des entités agricoles viables, vivables, et aussi avec beaucoup de monde, évidemment. Une personne toute seule, elle peut travailler 600 hectares, ou à deux, avec des gros tracteurs, mais il y a un enjeu de reconstruction, de refaire la terre. Plus près de nous, à Vierzon, à côté de Vierzon, une petite dame qui a hérité de 400 hectares. C'est tout plat, c'est d'un tenant. Il y a tout à refaire. Où sont les organes? Il reste le sol, support de culture. Cette ferme est déjà en reconversion bio et elle veut passer en biodynamie. Regardez les rampes d'arrosage. Alors ça fait peut-être rêver certains qui veulent des terres toutes plates. Le foncier agricole est inégalement réparti. Hier, on n'a pas vu beaucoup de plaines comme ça sur la route entre ici et Saint-Florent. C'était des magnifiques montagnes où il y a encore beaucoup de ces organes du paysage. Et cette brave dame qui est très courageuse a déjà planté 1,5 km de haies de part et d'autre du chemin. Et c'est une chose qu'elle a compris dans les formations biodynamiques qu'elle a suivies, qu'une des premières mesures à prendre quand le terrain est devenu nu, c'est de mettre une peau autour des parcelles. Et la peau, ça peut être une bande enherbée, ça peut être un fossé planté, ça peut être une haie. Et là, avant que la haie ne joue pleinement son rôle, il va falloir de la patience. Et l'été dernier, c'était tous les 2-3 jours à l'arrosoir, enfin avec une tonne, plan par plan, pour que sa haie subsiste. Donc, recréer des organes dans le paysage et la peau comme premier organe à recréer. Alors peut-être ici, ça vous paraît moins pertinent parce que vous avez en Corse une nature magnifique et qu'il y a des arbres, il y a des haies, il y a des animaux sauvages, mais dans bien des régions, il faut reconstruire, et c'est tout un travail de réédification d'organes du paysage. Et là, pour nous rassurer de nouveau, il existe encore des prés-vergers avec des animaux qui ont cette complicité avec le paysage. Une petite définition rapide de la résilience. Alors c'est connu surtout sur les matériaux, mais quand il s'agit du corps ou de l'esprit humain ou de la psychologie, on parle d'un système qui est capable de surmonter une altération de son environnement. Donc la résilience en biologie ou en agroécologie, c'est la capacité d'un écosystème, d'une espèce ou d'un individu à récupérer un fonctionnement ou un développement normal après avoir subi une perturbation. L'agriculture biodynamique aimerait bien être une de ces innovations qui permettent cette résilience. Et pour ça, il faut une transdisciplinarité, c'est-à-dire pour comprendre la terre vivante, pour comprendre les plantes, pour comprendre les animaux, il nous faut absolument faire un peu de géologie, faire de la botanique, de la géographie, de l'histoire, comme on l'a entendu dans l'introduction, de la pédologie, de la zoologie, de l'astronomie, de l'écologie, de la mécanique, etc. Enfin, c'est un métier passionnant, le métier de la terre. Et pourquoi si peu de gens veulent finalement retourner à la terre? Parce que c'est vu, sondage auprès de jeunes ados, quels sont les 3 pires métiers? Boucher, éboueur, fermier. J'ai lu ça il n'y a pas si longtemps. Il faut réhabiliter le métier, lui redonner ses lettres de noblesse, mais pour ça, il faut aussi qu'il y ait de l'attrait, au-delà du peu de vacances, du peu d'argent qu'on gagne. Peut-être en viticulture, vous en sortez un peu plus facilement. Mais beaucoup de paysans gagnent mal leur vie. Mais si on redonne de grandes images et de grandes perspectives à l'agriculture, ça pourra attirer des personnes. Là, on voit Nankin, un beau cheval percheron dans le Beaujolais, qui tout de suite anime le paysage. Ça amène une vie dans ces vignes en hiver, où c'est très minéral, c'est un peu triste en hiver. Et là, dès qu'il y a un animal qui travaille, ça amène tout de suite quelque chose d'extraordinaire dedans. On avance. Inventaire botanique. Est-ce que vous avez fait l'inventaire botanique de vos domaines agricoles? Savez-vous combien de plantes poussent sur ces domaines agricoles? Si vous ne savez pas le faire vous-même, faites venir des personnes qui connaissent. Mais la biodiversité ordinaire, je ne parle pas de la fleur d'Edelweiss rare, mais la biodiversité ordinaire,
Je m'appelle du peu de connaissances qu'ils ont. On a fait ça dans la Marne l'année dernière, au mois de juin. J'ai demandé aux agriculteurs de chercher au bord des parcelles et dans les parcelles le plus de plantes différentes. Ils ont dit ça va être vite fait. Au bout d'une demi-heure, on avait 75 plantes et ils étaient juste stupéfaits qu'il y ait autant de biodiversité qui pousse finalement encore autour de leurs parcelles. Et pour eux, de comprendre que les graines en dormance de ces adventices, de ces mauvaises herbes, comme on les appelait autrefois, eh bien ces graines sont en dormance partout dans la parcelle. Donc c'est un potentiel de revivification, on va y arriver. J'ai dit un fi de trop, je crois. J'ai eu l'idée un jour que le fait qu'il y ait beaucoup de graines d'adventices dans les sols biodynamiques, plus que dans les sols en bio et que dans les sols conventionnels, plus en nombre et plus en diversité, c'était à comprendre comme un genre de système immunitaire du sol. Donc, plus il y a d'adventices en dormance dans le sol, mieux on est armé pour se restructurer, se refaire. Vous vous rendez compte de la révolution mentale de se dire je ne vais pas détruire toutes ces adventices, elles sont des alliés par lesquels je ne dois pas me laisser dépasser, mais si elles arrivent à émerger, à germer et me montrer des choses que je suis capable de lire et de comprendre, alors elles deviennent bio-indicatrices et elles me disent attention, tu tasses trop, attention, tu laboures trop profond, attention, tu arroses trop. En fait, les plantes sont nos alliés et le sol ne peut que réagir en fonction du moment. La nature ne ment pas, disait Goethe, elle dit toujours la vérité, quelque chose dans ce genre. Et dans un pré comme celui-ci, là c'est avec des classes d'enfants, des classes vertes, ils peuvent ramasser jusqu'à 50 plantes différentes et reconnaître qu'elles ne sont pas les mêmes. Après, pour les identifier, c'est une autre histoire, mais si on commence très tôt à faire ce travail avec eux, ils seront un petit peu moins handicapés que nous si nous n'avons pas appris à connaître tout ça dans notre enfance. Les préparations biodynamiques, ça vient impatienter. Je voulais quand même insister très très lourdement sur la notion d'organisme agricole, parce que c'était une notion de base il y a 100 ans. Ces organismes agricoles se sont effondrés. On a littéralement dépecé les campagnes en arrachant un arbre ici, une haie là, 2 millions de mares, 400 000 kilomètres de haies, d'après Solagro, hein. Alors ils ne sont pas allés mesurer, mais c'est des estimations. On a dépecé ces paysages qui avaient été construits au fil des générations, et aujourd'hui on est à ce moment de basculement où on peut reconstruire. C'est pas fini, c'est pas mort pour toujours, mais ce sera long, plus le terrain aura été dégradé. Et on a des belles expériences comme ici, où une femme courageuse, elle c'est pas 3 chevaux pour se faire plaisir, 200 juments laitières, première ferme bio de lait de jument en France. 200 juments. Avec 5-6 treilleurs, il faut les traire 3 fois par jour, il faut lâcher le poulain, sinon vous n'avez pas une goutte de lait. Donc chaque fois qu'un poulain est lâché, on court avec sa machine à traire derrière, et le lait doit tout de suite être refroidi. C'est un lait très instable qui se transforme très très vite au contact de l'air. Chevalet, cheval-lait, chevalet, en Normandie. Ils font du savon, ils font différentes choses. C'est très impressionnant d'être dans une chapelle comme ça, avec 200 chevaux. Des percherons et des traits du Nord, une race qui avait quasiment disparu. Heureusement qu'il y a ces gens passionnés qui ont, pour un animal, pour une plante, pour un certain arbre, une passion, et d'un coup nous offrent une possibilité de repartir sur des semences, de repartir sur un nombre d'animaux pour remembrer ce qui a été démembré. Et en fait, l'autre jour, on parlait de ça dans l'Aube, on a appelé ça le remembrement à l'époque. Il aurait fallu appeler ça le démembrement. Nous allons démembrer les campagnes. Et là, les gens auraient dit non, non, je ne veux pas. Mais on a démembré. Aujourd'hui, il faut remembrer. Et comme on ne peut pas juste coller des bras, coller des jambes, coller des pieds, des oreilles, il faut greffer. Et pour que les greffes prennent, les vignons, vous connaissez un peu le greffage, mais pour qu'on greffe des nouveaux organes, ça prend un certain temps, ce greffage patient de nouveaux organes. Et alors on voit que petit à petit, l'apport spécifique de la biodynamie avec les préparations, donc on y vient, le but est bien de favoriser le développement des feuilles, favoriser
des arômes subtils, des qualités organoleptiques, des couleurs plus intenses et de la fertilité durable dans le temps. Les vaches laitières des races les plus productives qu'on voyait au salon de l'agriculture là, il y a quelques jours, 10 000 kilos de lait, première lactation, mais elles n'en font que 2. Vous allez voir quelques vaches tout à l'heure qui ont fait 15 lactations, 18 lactations. Bien sûr, elles n'ont pas donné 10 000 litres de lait à chaque fois, mais un lait hautement fromageable et pas simplement de l'eau blanche, plus ou moins nutritive. Voilà. Nous avions choisi la race Abondance pour avoir des cornes d'abondance, évidemment, pour faire des préparations avec des vraies cornes d'abondance. C'est une belle vache qui vient de Scandinavie, qui est chez nous depuis 1000 ans à peu près, chez nous en France, dans le Val d'Abondance. Magnifique épicentrale, magnifique cornes, magnifiques aplomb, les yeux avec les cocardes brunes, une belle démarche, enfin voilà, une vraie beauté. Ben oui, il faut présenter le concours de beauté des vaches les plus belles. Pourquoi c'est si important? Parce que ces cornes... Pourquoi ça n'avance pas? Voilà. Là, nous sommes au CFPPA de Obernai. Obernai en Alsace, où se passe depuis 25 ans, je crois. 30 ans. 30 ans, j'ai 5 ans de retard. 30 ans cette année. Pourtant, depuis 30 ans, il y a une formation en biodynamie là-bas, et les étudiants, pendant 2 ans, ont 4 mois de cours, 8 mois d'école, 4 mois de cours, 8 mois d'école. Non, c'est l'inverse. 4 mois d'école, 8 mois de pratique. C'est ça. Mais des cours pratiques. On leur apprend à regarder les différentes cornes, comprendre comment se forment les cornes, comment la corne est un organe lié intimement à la digestion des animaux. On observe aussi les ramures de cervidés, des chevreuils. On prend du temps pour faire vraiment de l'observation et de l'anatomie comparée. Et quand on fait ça pendant quelques heures avec les étudiants, ils dessinent, ils observent, ils font eux-mêmes leurs remarques. Pour eux, le fait qu'on leur dise la corne a une force pour retenir de l'énergie, ils le voient sur l'observation, puisqu'à chaque année, quand la vache fait un veau, une nouvelle corne pousse dans la précédente, et c'est un geste qui va de l'extérieur vers l'intérieur, alors que chez le cerf, ça part de la tête et ça va vers l'extérieur. Donc ce genre de polarité, ils apprennent à le voir. Alors j'évoque ça parce que là, on a encore quelques vaches hongroises. Le taureau, oui, un taureau peut avoir des cornes magnifiques. Et quand j'étais jeune apprenti, un paysan m'avait dit, si tu veux comprendre la bouse de corne, il faut que tu comprennes les cornes. Donc les cornes, elles sont de plus en plus longues si l'herbe est de plus en plus longue. Plus elle est dure, sèche, riche en silice, en minéraux, plus les cornes seront longues. La première fois qu'on entend ça, on se dit quel est le rapport entre ce qui va dans la panse et les cornes. Petit à petit, cette race-là, elle montre particulièrement bien comment l'herbe de la steppe hongroise a façonné des cornes très très longues, très très dures. Donc c'était des cornes cosmiques, voilà, tournées vers le cosmos, vers le ciel, des cornes plus célestes, on va dire, et des cornes plus terrestres. Plus on va dans les races à viande, plus on a des cornes terrestres. Ou alors, puisque les cornes ne servent à rien, sauf à blesser éventuellement l'éleveur, on les coupe, ablation des cornes, ce qui est le cas presque dans tous les élevages laitiers maintenant, on coupe les cornes. Mais elles sont drôlement importantes, puisque sur ce schéma, vous voyez à gauche une coupe schématique d'un bovin. Vous voyez la magnifique spirale, on dirait qu'on est en train de faire un vortex de dynamisation, et elle le fait dans son ventre, elle dynamise tout ce qu'elle mange. À droite c'est un cheval et un chien, juste pour que vous ayez une comparaison, c'est pas du tout fait de la même façon. Il y a des genres de poches chez le cheval et le chien, mais chez le bovin il y a ce long processus de digestion en spirale, il y a un vortex, un retournement, et puis ça part dans l'autre sens. Et quand tout se passe bien, on a... Ah oui, ça c'était une découverte récemment que j'ai faite dans une exposition de l'époque assyrienne à Paris. On nous a montré comment les anciens avaient dessiné cet appareil digestif de bovin. Alors eux utilisaient ça en art divinatoire. Ils prenaient des entrailles d'animaux et ils essayaient de lire la météo, l'année à venir. Donc il ne s'agit pas de ça, hein. Nous ne tuons pas des animaux en biodynamie pour lire l'avenir. Non, mais je le précise simplement, au cas où il y aurait
les mauvaises interprétations. Si tout ça se passe bien, riche en fibres, il va être capable de produire une bouse de haute qualité. À droite, vous voyez cette peau, c'est encore un peu brillant, alors on ne le voit plus trop bien là. Et on met ça dans des cornes, là ce sont les premiers crus et grands crus de Puligny-Montrachet, là, on les met au boulot. Hein. Il ne suffit pas d'aller sur les salons vendre du vin, il faut aussi remplir les cornes si on veut savoir de quoi on parle. Donc ça se passe tous les ans. Ça c'est une machine à remplir les cornes. On met la bouse dans le truc, on tourne la manivelle et on peut remplir les cornes. Et là c'est David, hein, pour ceux qui le connaissent, qui est en train de faire une espèce de land art, créativité du moment. Il dit tiens, je vais faire cette position-là, les cornes toujours renversées pour que l'eau de ruissellement et l'eau de pluie ne pénètre pas dans la corne, sinon ça va sentir le pourri. Et au lieu d'avoir au printemps une belle corne comme ça, enfin l'intérieur d'une corne, là on est dans le sud, hein, des belles cornes qui ont bien fait mûrir la bouse fraîche, qui devient une matière humique. C'est ça la bouse de corne, la 500 dans le jargon. Pour ceux qui ont dit, voilà, il y aura des débutants qui n'ont peut-être jamais entendu parler de ça. Voilà une jolie 500 sortie au printemps chez un vigneron dans le Gard. C'est joliment mis en valeur. Petite corne, moyenne corne, grande corne, et elle sentait très bon. Là, on voit de la camomille de l'intestin de bovidé qui va séjourner 6 mois en terre. Et là, c'est simplement, c'est en espagnol, mais les préparations toutes prêtes. Donc l'ortie, le pissenlit, la valériane, l'aquil et millefeuille, la camomille, et puis évidemment l'écorce de chêne. La bouse de corne, préparation de fertilité de la terre, préparation humus, préparation d'intensification de la vie du sol, favorisant la germination, le développement végétatif. On voit là que Steiner, quand il donne cette recette, parce qu'on me dit mais comment il a fait, il a regardé dans les étoiles, où il a su en tout cas comprendre le lien qu'il y avait entre cette force de digestion du bovin, la bouse et la corne. Et comme on a dit tout à l'heure dans l'introduction, l'expérience montre que ça marche, que c'est quelque chose qui enracine, que c'est quelque chose qui donne un modèle aussi pour explorer davantage la terre. Dans toute l'histoire du démembrement de l'agriculture, on a en fait fait des végétaux de plus en plus hors sol, de moins en moins liés à la terre. Or, la base même de l'agriculture, c'est de s'enraciner. La base même pour toute plante, c'est de s'enraciner. La base pour un troupeau, c'est de s'enraciner. Alors évidemment pas avec des racines physiques qui le maintiennent cloué au sol, mais un troupeau doit aussi être parfaitement enraciné dans le lieu, d'où l'importance de créer des races locales nouvelles, en leur faisant manger ce qui pousse dans le lieu, en leur faisant goûter les arbrisseaux, tout ce qui pousse dans la région, pour leur donner la meilleure minéralité possible d'un lieu. La bouse de corne, donc 6 mois en terre, en hiver, 100 grammes, mais je pense que ça reviendra dans les témoignages tout à l'heure, donc je ne vais pas plus le détailler. Il faut la passer 1 à plusieurs fois par an. C'est vraiment la préparation de base, de fertilisation, on va dire, par le sol. Et si on était dans la même mentalité encore qu'Olivier de Serres, ou plus loin en arrière, les Égyptiens, pour eux, le bovin sacré, c'est Apis, le taureau. Et l'abeille, Apis, c'est aussi donc, celle qui fertilise par l'air et la lumière, qui pollinise. L'abeille et la vache sont les 2 fertilisateurs les plus emblématiques. La bouse pour le sol et l'abeille qui pollinise par le haut. On aurait pu imaginer une préparation abeille de corne ou quelque chose comme ça, mais ce n'est pas intellectuellement possible ce truc-là. Donc on prend de la silice. La silice qui a ses 6 côtés, comme les alvéoles dans la ruche, le processus est comparable. Il y a une parenté entre le processus silice et le processus de fabrication des cadres dans une ruche. On va broyer cette silice à l'état colloïdal très finement. Et cette silice, elle va nous donner les arômes les plus subtils. Elle va faire chanter le terroir dans son maximum et le rendre individualisé. Les préparations du compost, les 6 que j'ai cités, qui sont des plantes assez ordinaires, on va les incorporer dans toutes les matières organiques, que ce soit du lisier, du purin, du fumier,
du compost végétal, animal, des mélanges des deux. Et ces plantes ne sont pas des décomposeurs de la matière organique, mais des accompagnateurs de la transformation dans le compost. Transformation de certains éléments, l'azote, le phosphore, mais pas d'un point de vue purement chimique. Dans la biodynamie, on est à cette frontière où on veut constamment mettre des processus en route. Alors au début, ça m'agaçait ce mot. Qu'est-ce qu'on entend par processus? Eh bien, c'est tout le chemin qui mène du début d'une opération jusqu'à la fin. C'est le processus. Et ça nous intéresse. Les différentes étapes par lesquelles passe un tas de compost, passe la digestion de l'animal, passe une culture. Donc c'est une agriculture de processus qui veut mettre en route une dynamique, d'où le nom d'ailleurs, agriculture biologique dynamique. Et un jour sur le marché, une cliente m'a dit, biologique ça je comprends, mais dynamique c'est qui? C'est vous? Oui, on essaie d'être dynamique aussi, mais c'est une méthode pour mettre de la dynamique dans le sol et dans nos animaux, dans nos plantes, pour que les produits vous nourrissent non seulement sainement, c'est-à-dire qu'ils soient indemnes de polluants, de pesticides, de résidus, mais qu'en plus ces produits donnent des forces, donnent de l'énergie, donnent de la vitalité. Je pense qu'on parlera aussi dans ces 2 jours des tisanes, des décoctions, donc je vais moins aborder cet aspect-là maintenant. Mais la biodynamie qui est donnée pendant ce cours aux agriculteurs par Steiner, un peu comme un kit de départ. Voilà, je vous donne un kit, même si vous ne comprenez pas tout, allez-y, faites et ça marchera. Dynamiser, et tout de suite, on est en 1924, on pourra prendre des machines, bah oui, vous pourrez faire des machines, oui, mais est-ce qu'on pourra épandre avec des... Oui, vous pourrez prendre des pulvées. Aujourd'hui, c'est évidemment devenu une réalité. Là, on voit simplement les cornes remplies de silice pour faire la préparation 501, avant qu'elle soit mise en terre. Ça, j'aime bien cette photo parce que c'est un gars qui vend ses services, ça crée des nouveaux métiers. C'est un monsieur qui est dynamiseur, il est préparateur, dynamiseur, épandeur. C'est un nouveau métier. Il vend ses services. Vous avez combien d'hectares, madame, monsieur? Ben, je viens avec mon 4x4. Je dynamise à la main, en plus. Je dynamise à la main. Et ensuite, je vais pulvériser ça au bout d'1 heure sur vos champs. Voilà, c'est une manière de présenter les choses. Et on a en France au moins une personne que je connais qui se lance dans ce travail à façon, on va dire, qui propose ses services pour appliquer les préparations sur toutes les surfaces. Là, c'est du bricolage, de reconversion d'un ancien pulvé. Et voilà, avec le bras qui tourne comme ça, on est dans le Gard. Je vais laisser cette photo, c'est la dernière, mais maintenant je vais parler encore un petit peu, si vous avez la patience. J'ai encore un bon petit quart d'heure. Voilà, c'est très bien, ça tombe bien. J'ai peu parlé pour le moment de tout l'aspect cosmique. J'ai simplement évoqué que toutes les civilisations agraires avaient un calendrier. On retrouve des os gravés avec les quartiers de lune, même avant l'agriculture déjà. Il n'y a pas eu d'agriculture sans cosmos. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, dans le cours aux agriculteurs, Steiner démarre fort là-dessus. Il dit voilà, si vous voulez régénérer la terre, redonner du goût aux aliments, puisque vous me dites que ça a moins de goût qu'autrefois, que vos semences perdent de vitalité, vos troupeaux ont des nouvelles pathologies, et ça il y a 100 ans, eh bien, vous n'y arriverez pas sans prendre en compte le cosmos. Une manière de le dire aujourd'hui, c'est quand vous travaillez une surface, vous n'êtes pas sur 3 hectares, 5 hectares, vous êtes dans un volume. La ferme est un volume, un domaine est un volume qui va loin dans la terre, dans les profondeurs, ça vous savez bien pour la vigne. Et ben, c'est sans fin, ça ne s'arrête pas à 5 km, à 10 km. J'ai parlé tout à l'heure de la sphère, de l'atmosphère de la Terre qui va au-delà de la Lune. Tous ces rythmes beaucoup plus subtils, il faut qu'on se les réapproprie. Pas comme une croyance, tous les dictons ne seront pas valables, s'il pleut à tel jour, alors il y aura ça et ça. Il faut le passer par l'épreuve de l'expérience. Mais c'est certain qu'il va falloir prendre du temps d'expérimenter et après prendre du recul, comme on le fait là sur cette image. C'est une session qu'on appelle le paysan méditant, où 2 chevaux ont bien voulu se prêter à l'observation. On est resté à peu près 3/4 d'heure, il ne faisait pas très chaud.
donc il faut bien s'habiller. Mais on voit après comment les animaux communiquent avec vous. Et on interrogeait un peu le moins entre des agriculteurs qui étaient là pendant plus de 30 ans, ces 2 chevaux qui arrivent, et les chevaux ont une capacité de nous dire des choses. Très vite, ils comprennent ce qui se passe dans un lieu, et on a essayé d'être des écouteurs, chuchoteurs, pour comprendre un peu qu'est-ce que ce lieu a comme potentiel. Et il s'était mis à un endroit où les futurs porteurs de projets veulent justement créer un carrousel, un manège, pour faire tourner les chevaux. Et ils se sont mis là. Et on s'est interrogé, est-ce que c'est le bon endroit? Est-ce qu'il faut faire ça? Donc ce côté plus contemplatif, ce côté prendre du recul, c'est très important. Alors on ne passe pas des heures à méditer dans son bureau, mais simplement on va voir un lieu qu'on a façonné, sur lequel on a travaillé, et on prend un temps d'observation où on n'est pas dans l'utilitaire, on n'est pas dans le pratico-pratique, on essaie davantage de sentir l'ambiance du lieu, et ce lieu peut nous raconter beaucoup de choses. Dans les autres préparations, un des soucis sur les grandes surfaces, comme en Australie, où Podoliński était devant la question comment amener l'effet bouse de corne, silice facile. Si on a 10 000 hectares, c'est pas si simple, mais on prend un avion, on se débrouille. Tout est grand là-bas. Mais ils font 10 quintaux de blé aussi, hein. C'est pas non plus les mêmes rendements que chez nous. Mais l'effet des préparations, si j'ai pas de compost, si j'ai pas de matière accumulée, si j'ai 1000 moutons mais que ces moutons sont tout le temps dehors sur les collines, il n'y a pas d'accumulation de litière, comment on fait pour avoir du compost? Eh bien, il faut créer des mini-composts ou utiliser une préparation qu'il a mise au point, Podoliński, qui s'appelle la 500 préparée, dans laquelle il introduit les préparations du compost. Certains vont pouvoir témoigner de la comparaison de la bouse de corne non préparée, la bouse de corne d'origine, on va dire, et celle qui a été mise au point par Podoliński. Maria Thun, qui est l'auteur du calendrier des semis, qui a travaillé pendant plus de 60 ans sur des essais comparatifs, elle avait mis au point un mini-compost, j'appelle ça un mini-compost, qui est un concentré avec de la bouse de vache dans lequel on met les 6 préparations du compost, plus la poudre de basalte, une roche volcanique jaune, et puis la coquille d'œuf, donc un calcaire jaune né de l'organisme d'une poule. Et on mélange tout ça, et cette préparation, elle amène une information aquilée, une information pissenlit, valériane, diluée dans de l'eau. À défaut d'avoir un compost quantitatif, mettre 10 tonnes de compost à l'hectare, on peut dès le début amener déjà l'impulsion des préparations du compost via cette préparation ou via la 500 préparée. Évidemment, 2 préparations avec des préparations dedans, ça a donné quelques guerres de religion en interne. Ça c'est la vraie, non, ça c'est l'authentique. Utilisez les deux, faites vos expériences. Voyez l'effet d'un mini-compost, genre compost de bouse Maria Thun, comparé avec une 500 préparée. Ce ne sont pas les mêmes gestes, on ne fait pas la même chose avec ces 2 préparations. Donc elles sont complémentaires et voyez ce qui réagit dans votre terre. L'avantage de la paysannerie, c'est que dès qu'on fait des bêtises, on va voir le retour dans l'année ou dans les années qui suivent. Lorsqu'on fait de l'éducation d'enfants, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir plus tard, ça leur appartient. On essaye de semer des bonnes idées, mais là, quand on sème mal, quand on travaille mal, le retour est assez rapide et parfois cinglant. Donc la nature, elle ne peut pas tricher et dire « bon, il a mal fait, mais je ne vais pas lui montrer, je ne vais pas le vexer ». Elle n'est pas liée à une moralité comme nous, elle va montrer les conséquences de nos actes. Les animaux, la place des animaux dans l'organisme agricole. La semaine dernière, dans l'Aube, une quinzaine de vignerons et vigneronnes s'étaient réunis pour réfléchir. Ils font du champagne. Ils ont dit, nous, avec le champagne, on vend bien. Voilà, au moins un métier où on dit, pas ça eu payé, ça paye encore. Ils ont dit, maintenant qu'on a mis nos organismes viticoles en place, que ça marche, on a la chance de pouvoir diversifier maintenant nos activités, amener de la biodiversité, des animaux, donc des organes remembrés. Et on a travaillé pendant 2 jours sur la question comment on peut, de manière réaliste, faire des pas. On ne s'improvise pas éleveur. Alors il y a quand même un couple, ils en fait fort, ils rêvaient d'avoir des vaches. Dans le village, quelqu'un s'est installé avec des vaches, en bio.
a fait ça pendant 3 ans, et puis change d'orientation et dit mon troupeau est à vendre. Ah oui, mais nous on voulait ça à terme. Ben, c'est maintenant. Et donc il y a 10 vaches qui sont arrivées, et ils m'ont dit mais c'est comme les poupées russes, les 10 vaches sont arrivées, mais après il y avait un autre truc dans la vache, c'est-à-dire des veaux, il y a eu plein de veaux d'un coup, et ces veaux vont grandir, vont donner d'autres veaux. Et c'était très beau comment ils ont présenté ça. Les vaches sont arrivées d'un coup. Et dans le village, ça a tout changé. La présence d'animaux de nouveau dans ce village. Mais eux, maintenant, doivent augmenter leur dynamiseur, doivent réfléchir comment traiter toutes ces surfaces en biodynamie, comment faire des fourrages de qualité, comment mettre en place des rotations de culture. Ils ont pu louer et acheter des terres en plus. Et c'était vraiment intéressant comment chacun a pu, au bout de 2 jours, dire voilà, moi ce que je retiens de ces 2 jours, j'ai vraiment envie, année 1, je vais faire ça. Il manque une peau. L'idée de la peau, ça m'a bien plu. Un autre a dit, moi c'est la présence animale domestique, il n'y avait rien, même pas une poule, pas une ruche. Il faut absolument, dès cette année, je vais remettre la biodiversité. Et chacun a pu mesurer comment il allait lui-même ou avec des nouveaux partenariats, un voisin qui est plutôt éleveur, moi je suis vigneron, et si on travaillait ensemble? Et si on faisait un équilibre agro-silvo-pastoral ensemble? Une alliance? Mais tu passes en bio, a dit l'un à son voisin. Sinon on ne va pas travailler ensemble. Ah, j'étais prêt, allez, je vais y aller. On peut aussi inciter des conversions comme ça par des nouveaux partenariats. Les animaux sont nos compagnons de route, et lorsqu'on fume une terre uniquement avec du végétal, et la même terre juste à côté avec du fumier animal de ces végétaux qui poussent sur le terrain, donc c'est passé par leur digestion, la flore est changée, les animaux qui sont dans le sol changent, la végétation évolue, parce que l'animal a une capacité de dynamiser, on l'a vu dans le dessin, dans ce tourbillon du ventre de la vache, d'amener le végétal à un autre niveau, de le remplir aussi de toutes ses émotions. Alors moi, je n'ai pas peur de dire, le mot animal vient du mot âme, anima, et ça veut dire animer, mettre de la sensibilité, mettre du cœur dedans, mettre du ressenti. Les animaux amènent cette dimension du ressenti que Steiner appelle les forces astrales. Donc si vous rencontrez ce mot et que vous ne l'avez jamais vu, force astrale, ça vient d'où? Des as? Non, c'est les forces qui viennent du côté animique des animaux. Donc réfléchissez, ceux qui ont des questionnements là-dessus, comment amener la partie animale sur leur lieu. En 1924, donc bientôt 100 ans, Steiner a eu oui, il a pressenti que des choses allaient se passer, on l'a très bien entendu dans l'introduction. 1850, le 19e est le siècle où on découvre la chimie organique, on dit voilà, on va tout révolutionner, et tout ce qui était avant, c'est du passé. Steiner, il vit ce moment-là parce que jeune, il a grandi dans les campagnes d'Autriche, il a planté des pommes de terre, il a traité des chèvres, il a été au contact de la terre comme tous les jeunes encore à l'époque. Il n'était pas agriculteur évidemment, il était destiné à autre chose, mais il a quand même touché de près ce côté d'une agriculture encore assez de bon sens, et il découvre que les idées qu'on est maintenant en train d'émettre sur le vivant, si on les pense au bout, jusqu'au bout, eh bien ça va mener à une réification du monde. Tout n'est que atome, tout n'est que objet, le sol n'est qu'un tiroir-caisse, un support de culture, la vache doit pisser du lait, etc., ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction. Donc s'il n'y a pas un changement, on parle de conversion des terres, mais la première conversion, elle démarre bien dans notre regard sur cette nature, sur les êtres vivants. Tant qu'on reste à croire que nous tous ici, nous ne sommes que de la matière, et qu'il n'y a pas aussi de l'émotion, qu'il y a du vivant là-dedans, qu'il y a des pensées, qu'il y a des choses non matérielles là-dedans, eh bien on n'arrivera pas à sortir de cette crise qu'on traverse. Donc c'est un changement de climat intérieur, le changement du climat, puisque c'est un thème à la mode, ça chauffe dehors, ça chauffe dans l'atmosphère, mais il y a aussi un problème de changement climatique qui doit absolument s'opérer en nous. On le voit dans des mouvements extrêmes, les animalistes, les personnes qui veulent surprotéger le monde animal et qui ne supportent plus l'idée même de la mort des animaux. Donc on va avoir ça aussi comme défi
en biodynamie de dire nous avons besoin absolument des animaux pour faire des préparations. Il nous faut des cornes de vache, il nous faut des organes d'animaux, il faut de la bouse. Vegan, c'est quelque chose d'antinomique. Il faut dire non, c'est pas vegan cette méthode puisqu'on utilise des fumiers venant d'animaux, mais on les prend comme des compagnons de route, on ne les surexploite pas, on les laisse vivre, on leur donne un air d'épanouissement. Et ils vont d'ailleurs nous le montrer, c'est ce que l'éthologie confirme aujourd'hui, des gens comme Jocelyne Porcher vous montrent comment un animal domestique qui veut bien faire ce qu'il a à faire parce qu'on lui donne un cadre de vie dans lequel il se sent bien, va apprendre, va nous apprendre aussi des choses, donc c'est un contrat qu'elle appelle donnant-donnant. Et loin l'idée que nous aurions il y a 10 000 ans forcer des animaux à devenir nos esclaves et à les faire travailler pour nous. Un animal qui devient esclave, il tombe malade, il ne se reproduit plus et il dépérit. Donc si pendant 10 000 ans on a réussi à faire cette incroyable diversité d'animaux et de végétaux, c'est parce qu'on a su, peu ou prou, respecter les conditions dans lesquelles ils peuvent s'épanouir, rester fertiles, rester sains. Et ça ne fait que depuis 1850 ou au milieu du 19e siècle, il y a vraiment eu un changement profond dans la mentalité qui s'est préparé déjà avant, mais là on marque ça de manière forte. L'animal-machine était né avant avec René Descartes déjà. Hein. L'animal est une machine, donc conséquence, pourquoi leur donner un droit au bien-être? J'avais suivi un colloque de l'INRA qui avait pour titre « Les animaux domestiques ont-ils droit au bien-être » Si oui, prouvez-le. Donc il faut montrer comment un animal a un droit au bien-être. Eh bien, l'éthologie nous montre justement que l'animal ne pouvant pas parler avec des mots et écrire des articles sur ses conditions de vie, il va l'exprimer dans son comportement, dans sa fertilité, dans sa longévité, dans sa joie de vivre ou dans sa neurasthénie, sa dépression, etc. Donc on a énormément à apprendre aussi de ce côté-là, dans ce regard nouveau. Et l'agriculture biodynamique donc, propose de nous nourrir, les aliments qui sortent de cette agriculture sur un plan corporel, physique, mais aussi de soutenir notre activité de réflexion, notre activité cognitive. Dans le langage populaire, on dit « mange, prends des forces ». On ne dit pas « mange, remplis-toi de tant de grammes de ceci, de tant de grammes de cela ». Les forces, on parle bien de force dans les aliments. Et ces aliments ont perdu énormément de force. Et ça peut surprendre lorsqu'on lit ce cours aux agriculteurs pour la première fois et que Steiner dit oui, mais déjà maintenant on voit que les aliments ont de moins en moins d'énergie, de vie, et à la fin du siècle, donc fin du XXe, on aura le ventre rempli d'aliments mais qui ne nourriront plus vraiment. Donc c'est ça ce défi, comment on traduit ça en mots contemporains en 2020, ne pas juste remplir le ventre de matière mais avec de l'énergie, du goût. Alors en viticulture, vous êtes les fers de lance maintenant de ce mouvement pour remettre la qualité en complément de la quantité. Il ne s'agit pas de remplacer la quantité par de la qualité, dire on s'en fiche des rendements, mais une vache qui donne 10 000 litres de lait, elle ne va pas pouvoir le donner 15 ans. Si vous faites pisser vos vignes et si vous forcez vos champs de blé à cracher des quintaux de blé, vous ne le ferez pas pendant des années. Donc il s'agit maintenant de prendre ce virage. Comment on produit de la qualité avec des rendements honorables? C'est là où on a énormément de défis pour montrer que c'est une agriculture nourricière, puisqu'on nous dit si on fait comme vous, les bio et les biodynamistes, on va tous crever de faim. Et quand on sera 10 milliards, ce sera terminé. Or, les études d'Olivier de Scuter et d'autres montrent comment on peut nourrir autant de populations à condition de changer des modes alimentaires, de changer des modes de production. Et donc la résilience, elle inclut tout ça. Ça va vraiment jusque dans notre façon de vivre tous les jours. Et déjà en viticulture, vous ne proposez pas de boire des tonneaux entiers de vos excellents vins, mais de déguster, de sentir vraiment les qualités d'un terroir. C'est une porte d'entrée extraordinaire que vous avez pour tirer tout le mouvement agricole vers le haut. Donc un siècle après, on peut dire que c'est la vigne qui est maintenant un peu la manière de montrer que la terre a un goût, une odeur, que cette terre, elle peut chanter, qu'elle peut s'individualiser, que chaque terroir est unique. Et l'idée que Steiner avait émise, faites de vos domaines agricoles des organismes individualisés, ça prend tout son sens. Chaque terroir est individuel.
Ça dépend du vigneron, de la vigneronne, ça dépend de la géologie, du climat, mais ça va être individuel. Et demain, on n'aura plus des produits standardisés, mais des produits hautement individualisés, où on pourra exprimer à la fois notre savoir-faire, nos passions, nos connaissances, et en même temps faire chanter ce terroir de sa plus belle voix. Je tente encore une conclusion. Vi ringrazio per la vostra attenzione e desidero buone riunioni, buoni momenti di scoperta e spero che avanzerete in vostro viaggio verso la qualità di vigneti e i vostri vini.